Bonjour, bonjour, bienvenue à Deal et Confidences. Merci d'être là. Diane Rioux, votre animatrice curieuse et aussi investisseur. Aujourd'hui, on va parler de sauvetage immobilier selon le modèle d'affaires des Anges Immobiliers, cofondé par Denis Robitaille, un monsieur de Québec. Alors, c'est notre invité du jour et il a beaucoup d'expérience en la matière. Il nous parle du modèle d'affaires qu'il a adopté pour faire ce type d'investissement-là. Il est en train de réaliser un sauvetage à Trois-Rivières dont il va nous parler. C'est un cas typique reçu par un courtier hypothécaire avec une particularité très importante à prendre en considération. Le prospect avait quand même un dossier, un passé criminel. Donc, très important de connaître notre prospect quand on fait ce genre de transaction, le sauvetage immobilier. On va voir avec Denis quels sont les critères justement de sélection pour les candidats. On va parler de l'importance de l'évaluation agréée, quelles sont les conditions de financement dans son modèle d'affaires et aussi, on va parler du fameux RCD, le ratio de couverture de dette. Alors, il est déconseillé, mesdames et messieurs, de reproduire ça à la maison. Le sauvetage immobilier, vous devez être bien accompagné, mais surtout bien connaître votre prospect avant d'entamer toute négociation. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne écoute. Denis Robitaille, bonjour. Bonjour! Merci d'avoir accepté d'enregistrer avec nous ce podcast. Denis Robitaille est le fondateur de la compagnie Les Anges Immobiliers à Québec, cofondateur avec sa conjointe Josée Lamy. Alors, vous êtes spécialisé, vous, dans la location-achat et aussi le sauvetage immobilier. Et là, aujourd'hui, tu as décidé, Denis, de nous parler d'un sauvetage en particulier. Exactement, oui, un sauvetage qu'on est en train de réaliser à Trois-Rivières, au moment même où on se parle. OK. Est-ce que c'est une propriété, là? Parlons d'abord de la prospection. Est-ce que c'est un cas que vous avez obtenu d'un de vos collaborateurs ou vous avez une autre sorte de prospection particulière? Oui, comme beaucoup de nos opportunités, celle-ci vient d'un courtier hypothécaire à qui notre client s'est adressé parce qu'il cherchait plein de solutions et qu'on lui fermait la porte partout. Alors, c'est un courtier hypothécaire qui nous l'a référé. On aime bien les courtiers hypothécaires, c'est nos grands amis, parce qu'effectivement, les dossiers qu'ils nous amènent sont en quelque sorte préqualifiés. Donc, il y a une analyse qui a été faite et, effectivement, on arrive avec un cas où c'est plus facile. Il y a déjà des étapes là, qui ont été réalisées dans l'analyse du dossier. Alors, c'est le cas de cette opportunité qui se présente à nous. C'était quoi les problématiques de ce client-là? Pourquoi il avait besoin de ce service de l'achat-rachat? Oui, en fait, c'est que c'est des gens là, qui ont des revenus quand même pas si mal. Et ils ont traversé une période un peu difficile vers la fin des années de 2015. Notamment parce que le monsieur il s'est fait prendre dans un trafic de drogue. Okay? Il était livreur pour un trafiquant de drogue. Et ben, lui a fait quelques mois de prison. Et évidemment, quand on fait de la prison, les revenus ne sont plus là. Hein? Et en sortant de prison, ben, il a fallu qu'il se trouve un nouvel emploi. Donc, évidemment, pression importante sur les finances, retard de paiement à gauche, à droite. Et l'institution financière qui le supportait depuis toujours a décidé de ne pas renouveler son hypothèque, étant donné qu'il y avait eu des difficultés. Donc, il se retrouve dans une situation où il n'est pas capable d'obtenir de financement, puisque son institution refusant de renouveler l'hypothèque et avec les retards qu'il y a eu un peu à gauche, à droite, notamment à cause de cette situation avec la justice qu'il a dû affronter. Et bien, c'est ça. Donc, il se retrouve avec aucune solution jusqu'à ce qu'on lui parle de notre courtier hypothécaire à qui il s'est adressé. Et le courtier dit, ben écoute, j'ai une seule solution pour toi. Et c'est comme ça que le dossier est arrivé chez nous. Dis-moi, Denis, c'est assez complexe comme dossier. Ça a été quoi ton analyse? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit
OK, on va aller de l'avant dans ce cas-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de prendre en achat-rachat ce monsieur? Oui, en fait, ce qui est important pour nous, dès le départ, là, c'est d'établir la capacité que la personne ou cette famille-là a de racheter la propriété. Hein? Donc là, il faut que les conditions gagnantes soient là. Donc, stabilité de revenus et d'emploi. Effectivement, après la prison, le monsieur travaille maintenant pour une entreprise. Il y a du travail. Il travaille plus de 40 heures par semaine. Sa conjointe, la même chose. Alors, sur le plan des revenus, je pense qu'on a de quoi de quand même très bien. Sur le plan aussi de la propriété, ça c'est important. On veut bien aider les gens, mais il faut que la propriété ait une valeur. Il faut que la propriété, si jamais on doit la reprendre, hein, qu'on soit capable de la revendre. Alors, évidemment, on s'est déplacé, on est allé voir la propriété et on l'a fait évaluer, puis inspecter. Et puis, bon, tout est là, tout est beau, tout est parfait. D'ailleurs, le métier du monsieur, là, c'est dans le monde, justement, de la gestion d'immeubles et de tout ce qu'on veut, tout ce que ça entraîne comme travaux de réparation, d'entretien et tout ça. Donc, sa maison est impeccable. Et voilà. Donc, on avait les deux principales conditions que ça prenait pour effectivement qu'on réalise cette transaction-là. Parce que souvent, on a reçu d'autres invités dans ce podcast et c'est souvent des avis de 60 jours quand les gens font de l'achat-rachat. Et donc, ces gens-là ont des difficultés de gérer leur crédit. C'était pas nécessairement le cas du monsieur en question, mais c'était plus une situation de la vie qui a fait en sorte que... Oui, effectivement. Au moment où le dossier nous a été acheminé, c'était effectivement ça. L'avis de 60 jours est arrivé par la suite. Okay. Il vient d'être déposé la semaine passée, mais on était déjà en intervention. Donc, la banque actuellement a une promesse d'achat entre les mains. Ça fait que ça calme un petit peu le jeu, effectivement. Okay. Comment ça se passe au niveau de la négociation? On fait une offre sur le prix de la valeur municipale, la valeur marchande, ce que veut le monsieur, ce qu'il va racheter dans 3 ans. Comment on fait pour établir des prix? C'est ça. En fait, on était parti effectivement de la valeur municipale. On est à Trois-Rivières. Donc, les valeurs municipales dans les grandes villes sont souvent assez proches des valeurs marchandes. Donc, on est parti avec l'hypothèse que la valeur marchande était peut-être un petit peu plus basse que la valeur municipale. Hein, on n'a pas pris de chance. Et on a fait un scénario à partir de ça qu'on a proposé de façon sommaire aux clients en lui disant, ben, on va faire évaluer la valeur marchande. Et si la valeur marchande ne correspond pas à ce qu'on a établi comme évaluation sommaire, ben, il va falloir qu'on se reparle. Donc, on est parti de ça, un petit peu plus bas, et on a regardé la capacité que ces personnes-là avaient à payer, en fait, une entente basée sur le prix de vente qu'on a exploré. Okay? Et donc, on est arrivé avec quelque chose là, qui était tout à fait convenable. On a fait une proposition sommaire. Une proposition sommaire, en étant bien clair que ça pouvait changer, mais ça nous donnait une orientation vers où on s'en allait. Et cette proposition-là, nos clients l'ont acceptée. Puis on sait, par l'étude de leur revenu, de leur crédit actuel, qu'ils sont capables de payer. Donc, notre objectif là-dedans, évidemment, est de revendre la propriété. Donc, il faut s'assurer que les gens sont capables, effectivement, de faire les paiements mensuels de ce sauvetage immobilier. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Parce qu'une chose importante de dire, je pense que c'est ça que tu explicites depuis tout à l'heure, c'est que vous qualifiez les clients pour aujourd'hui, pour entrer dans votre programme de location-achat ou de sauvetage immobilier, dans ce cas-ci, d'achat-rachat, mais vous les qualifiez aussi pour dans 3 ans. Il ne faut pas que ça flotte dans 3 ans quand c'est le temps que la personne rachète. Il faut que ça fonctionne. Absolument, absolument. Okay. Absolument, oui, absolument. Il faut que ça fonctionne et il faut que les paramètres qui sont nécessaires pour que ça fonctionne soient là. S'ils ne sont pas là, ben, il faut qu'on ait de bonnes discussions là, et voir là, si on retient ou non l'opportunité qui nous est présentée. Dans ce cas-ci, ben, tout était là.
OK. Puis là, dans le fond, là, on a fait évaluer la propriété à Trois-Rivières. Vous Oui, étiez basé sur l'évaluation municipale. Là, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Un peu plus haut, un peu plus bas? oui, ça a donné une valeur un peu plus haute que l'évaluation municipale. Donc, notre estimation de départ un peu plus bas, elle était quand même pas mal bonne. On a laissé ça là parce que ça correspond aussi à la capacité de payer des gens et en sachant aussi que dans 3 ans, bon, là, on entend toutes sortes de trucs actuellement sur la condition des marchés internationaux avec des présidents qui se chicanent. On ne sait pas, là, les conditions économiques, quelles vont être dans 3 ans, parce que c'est une entente de 3 ans qu'on prendra avec cette personne-là. Donc, si malheureusement il arrive une récession et que le prix des maisons se met à chuter parce que les taux d'intérêt, on va les baisser et tout ça, donc il faut penser à ça. C'est pour ça qu'on est resté là où on avait fait cette proposition-là en pensant qu'effectivement, le prix de revente qu'on a fixé, lui, va tenir la route dans 3 ans. OK. Là, on a fait évaluer, on a fait inspecter, on a fait une proposition sommaire, tout va bien. C'est à ce moment-là que vous faites une vraie proposition d'une offre d'achat? Oui, une offre finale au client, donc avec les données toutes bien compilées et on s'est entendu. Voici, ça c'est notre proposition finale. Le jour où on va passer chez le notaire, là, ben, c'est exactement ces conditions-là qu'on va signer ensemble. Et ça nous a permis de déposer une promesse d'achat. Euh, parce que les conditions, on les avait déjà établies. Donc, rendu chez le notaire, on n'est pas encore là, ça va se faire dans quelques jours, mais on va avoir déjà convenu du prix de revente et on va déjà avoir convenu des conditions dans lesquelles ce sauvetage immobilier-là va se dérouler. Okay? Donc, tout ça va être établi en signant un document, là, une espèce de convention qu'on signe chez le notaire avec notre client, de même qu'une promesse de rachat. Alors, ça, c'est fait. On attend la confirmation du financement. Là, on est dans cette étape-là actuellement. Et donc, pour fixer aussi les dates de signature chez le notaire. OK. Juste pour que les gens comprennent un peu mieux, quand on fait une promesse d'achat comme ça, vous, est-ce que vous avez vos propres documents ou vous utilisez les documents de l'OASIC? Ensuite, on pourrait même continuer sur au niveau du prix. Qu'est-ce que ça dit? On fait une offre pour aujourd'hui, puis dans 3 ans, à quoi ça ressemble, par exemple, votre cas de Trois-Rivières? Oui. Donc, dans un cas comme celui-là de sauvetage immobilier, on utilise nos propres documents. Donc, il n'y a pas de courtier hypothécaire, pas de courtier immobilier, pardon, qui est impliqué dans la transaction. Donc, puis on ne peut pas utiliser les formulaires de l'OASIC, là, on n'est pas autorisé à le faire, mais on aurait pu utiliser, par exemple, ceux du proprio, comme on pourrait le faire éventuellement, mais on préfère utiliser nos propres documents parce que c'est nos propres conditions qu'on met là-dedans pour la vente. Et quand on est dans un mode de rachat, donc c'est la même chose, on utilise nos propres documents, donc promesse d'achat notamment, pour convenir du rachat de la propriété. Donc ça, c'est ça. Comment on établit le prix de revente? Ben, c'est une des raisons pourquoi on fait évaluer la propriété. Donc, l'évaluateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne une idée de la valeur marchande actuelle. Donc, cette propriété-là, à cet endroit-là, dans le contexte actuel, elle vaut ça. En comparaison là, du prix de vente là, des propriétés semblables autour. Et il nous donne une indication qui est quand même importante pour nous établir le prix de revente. Il qualifie le marché. Il qualifie le marché passé et actuel. Évidemment, il ne peut pas s'étirer le bras pour dire dans 3 ans, le marché va être là, mais on peut, en discutant évidemment des fois là, avec l'évaluateur, on peut s'étirer un petit peu le bras, nous, pour dire, bon, ben si ce genre de propriété-là se vend bien et qu'il y a un marché intéressant, ben, on peut supposer que ce marché-là va être semblable dans 3 ans. Et là, il va nous dire, ben, le marché est en déclin, il est stable ou en croissance. Donc, à partir de là, et à partir de statistiques immobilières qu'on va chercher,
ben, on est capable de déterminer quel pourrait être le pourcentage d'appréciation de la valeur marchande ou de la valeur que nous, on a payée par rapport là, à ce qui pourrait être là, dans 3 ans. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Et jusqu'à maintenant, on n'est quand même pas si pire dans nos évaluations. C'est difficile, évidemment. Il n'y a personne qui peut prévoir l'évolution du marché immobilier pour une période aussi longue. Mais bon, quand même, là, on est quand même pas mal jusqu'à maintenant dans notre évaluation. Alors, c'est comme ça qu'on procède. OK. Est-ce que ça veut dire donc, par exemple, là, je vais donner un exemple fictif. Si vous achetez une propriété aujourd'hui à 200 000 $, dans 3 ans, si l'augmentation de valeur marchande annuelle est de 2 % dans ce secteur-là, vous allez donc, le prix de rachat pour le client, ça va être 2 % de plus par année. Ça pourrait être ça, effectivement. Évidemment, là, la valeur marchande actuelle étant la valeur maximale à partir de laquelle on va appliquer cette appréciation-là. Bon, c'est sûr que si on dépasse la valeur marchande puis qu'on met un facteur d'appréciation, on risque d'avoir des problèmes à l'autre bout. Donc, c'est vraiment un plafond, la valeur marchande actuelle. Si on est capable d'être un petit peu en bas, ben, on se donne un petit coussin là, à l'autre bout. C'est le cas de notre opportunité actuelle. OK. La valeur qui est évaluée par un évaluateur agréé, c'est aussi une condition pour vos financements, j'imagine. Oui, effectivement. Notre institution financière nous demande qu'on lui produise ce rapport d'évaluation marchande. De toute façon, si on ne le déposait pas, il fait la demande lui-même. Donc, on préfère avoir, disons, garder le contrôle sur l'évaluation. Pourquoi? Parce que, bon, au fil du temps, ben, les évaluateurs, on commence à les connaître un peu, ils savent ce qu'on fait aussi, et on est capable de dire, ben voici l'objectif qu'on poursuit avec cette propriété-là. Est-ce que l'évaluation va correspondre à ce qu'on s'attend? Et bon, à partir de ça, ben lui va faire, ou elle va faire son travail pour nous amener une évaluation qui, le plus possible, va refléter les attentes qu'on a. On ne peut pas lui dire, ben, je veux que la propriété sorte de telle valeur. Non, on ne peut pas faire ça. Mais ce qu'on peut dire, par contre, c'est, regarde, dans cette situation-là, on pense revendre la propriété dans 3 ans. Là. Tu peux-tu juste voir, là, par rapport au marché actuel, comment on pourrait sortir un prix à peu près de ça dans 3 ans? Ça a été le cas là, pour cette propriété. Okay? Ben, ça dépend des situations. Des fois, on aborde les évaluateurs de façon différente, mais on aime beaucoup mettre en contexte la chose pour que cet évaluateur-là ou l'évaluatrice comprenne qu'est-ce qu'on veut faire, puis voir si c'est possible qu'on le fasse. Parce que là, il y a quelque chose de très important que tu apportes, Denis. La plupart des gens qui sont en immobilier, eux, ils veulent payer le moins cher possible pour faire leur profit à l'achat. Dans ton système à toi, en tout cas chez les Anges Immobiliers, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La mécanique est un peu différente. Vous ne cherchez pas à payer le plus bas possible. C'est difficile un petit peu à comprendre pour quelqu'un qui est en immobilier et qui veut toujours payer moins cher et habiter à côté de chez lui, tandis que vous, dans votre modèle, c'est pas tout à fait ça. J'aimerais ça que tu expliques ça. Oui. Effectivement, il y a un paradoxe un peu dans ce qu'on fait quand il s'agit de sauvetage immobilier. Quand on est en location achat, c'est une autre histoire, mais en sauvetage immobilier, ce qu'on cherche à obtenir, c'est le maximum d'écart entre le prix qu'on va payer pour la propriété et ce qu'on a à régler comme dette du côté de nos clients. Donc, cet écart-là, hein, qu'on utilise en fait pour justement que les clients puissent racheter la propriété, ça constitue l'acompte, mais plus l'écart est élevé, plus c'est avantageux pour nous. Pourquoi? Parce que nous, on doit mettre moins à chaque fois. Un exemple, une propriété, par exemple, qui se vendrait 200 000, comme l'exemple que tu donnais tantôt, et que l'ensemble des dettes représente peut-être là, 150 000. Donc, on a un retour d'équité.
Incluant l'hypothèque sur... L'hypothèque et tout ce qu'on a à régler. OK? Donc, on a un 50 000 ici, là, sans considérer les autres frais. Là. On a un 50 000, puis nous, on appelle ça un retour d'équité. Comme on achète, nous, avec un financement conventionnel, donc avec 20 de mise de fonds, la mise de fonds dont on aurait besoin pour acheter une maison de 200 000 est de 40 000. Mais si on a un retour d'équité de 50 000, ça vient vers nous. Là. On encaisse ça. Alors, ça fait une opération qui est vraiment très intéressante parce qu'on récupère tout de suite nos billes et même souvent plus. Alors, c'est comme ça. Donc, le fait de payer le prix moins élevé possible pour nous dans des situations comme ça, c'est pas avantageux du tout. On essaye plutôt d'étirer le plus possible vers le haut pour maximiser ce retour d'équité-là. OK. Parce que dans les autres modèles de sauvetage immobilier, on en a reçu d'autres invités, tout ça. Et souvent, ils procèdent avec du financement d'un prêteur privé, par exemple. On se fait financer un coût de propriété très bas. Et après, on se fait refinancer au conventionnel. Donc, c'est sûr qu'ils veulent payer moins cher possible dans ces cas-là. Et là, ce qu'on comprend, c'est que c'est tout à fait une autre façon de procéder. Là. Absolument, absolument. Nous, on réussit à chaque fois qu'on passe au financement avec une valeur marchande, c'est-à-dire un prix de vente qui s'approche le plus possible de la valeur marchande dans les cas de sauvetage immobilier. On ne passe pas souvent, du moins, par des prêteurs privés. Les prêteurs privés, on pourra éventuellement les utiliser dans des situations où ça presse vraiment beaucoup et qu'on n'a pas le temps d'aller au financement conventionnel. On va y aller par la suite, mais c'est les seuls moments où on va utiliser effectivement les prêteurs privés. OK. Parlons de financement, justement, Denis. Comment ça fonctionne pour vous? Vous avez du financement all-in. C'est souvent ce qui fait défaut aux investisseurs quand on a fait une ou deux ou trois ou quatre sauvetages immobiliers ou des locations achats. Après, les gens sont comme bloqués. Comment ça fonctionne pour vous? Bien, c'est ça. Il a fallu travailler fort. Hein? Il a fallu travailler fort et développer un modèle qui fonctionne et qui est acceptable par notre institution financière principale. Énormément de discussions. Il a fallu faire nos preuves en y allant au début par nous-mêmes, pas par notre entreprise, mais par ma conjointe et moi, personnel, faire nos premières transactions et faire la démonstration que ce qu'on fait, là, ça marche. Et à partir de là, il y a un petit peu d'ouverture qui s'est faite. On y est allé au commercial avec une première transaction. OK, ça fonctionne. Une deuxième, voilà, et on a établi notre mode opérationnel. Donc, on est très chanceux, effectivement. Bien, très chanceux, non. On a travaillé beaucoup, en fait, pour obtenir ces conditions-là. Mais maintenant, là, en fait, on demande du financement et on l'obtient si on respecte effectivement les conditions qu'on nous a, imposées d'une certaine manière, mais avec lesquelles on est très à l'aise. Donc, tous les deals qu'on monte au financement, tous, sans exception, ont été acceptés du premier coup. Qu'est-ce qu'on vous demande, Denis, au financement, là, par exemple, si on revient à la propriété de Trois-Rivières, ils demandent qu'est-ce que vous joignez de financement? Okay. Bien, ils demandent principalement 4 affaires. Okay? Première chose, la promesse d'achat. Et toutes les contre-propositions, modifications et tout ce qui pourrait s'en suivre. Okay? Donc, promesse d'achat. Deuxième chose, ils nous demandent un bail de la régie. Nous, on sourit on sourit en coin parce qu'on sait que notre convention plus tard va éliminer ce bail-là. Mais ils ont besoin de ça pour leur registre. Et puis, s'il y a des gens qui inspectent le travail de ceux qui nous financent, ils vont voir que le document est là. Okay? Ils nous demandent également un rapport d'évaluation. Donc, l'évaluation marchande dont on parlait tantôt. Ils veulent l'avoir et ils veulent que ce soit à leur nom. Bon, pas de problème avec ça. On l'a déjà, puis on en a besoin de toute manière, nous, pour établir notre stratégie. Et ils nous demandent aussi de leur produire un résumé
des revenus et dépenses de la période de location en fonction des critères qu'eux, ils utilisent. Et selon ces critères-là, en fait, les critères ne sont pas compliqués. Ils veulent avoir des revenus réels, les taxes municipales, les taxes scolaires réelles. Ils nous imposent des frais d'entretien, ils nous imposent des frais de gestion et ils nous imposent aussi une vacance. Et si tous ces frais d'opération-là, en plus du paiement hypothécaire, on est au moins égal à nos revenus, ben, ils acceptent le financement. Donc, c'est dans le jargon des investisseurs financiers, c'est le ratio de couverture de dette supérieur à 1. Et ça, il n'y a pas grande institution qui accepte ce genre de conditions-là. Pour nous, ça ne cause pas de problème du tout parce qu'on est souvent dans des 1,4, 1,5. Celui-là, justement, l'opportunité sur laquelle on est en train de travailler est à 1,7. Donc, on est loin là, de ce 1-là. Donc, pour autant que nos revenus soient supérieurs aux dépenses d'opération plus les paiements, en fait, les versements hypothécaires, tout est accepté. OK. Je vais prendre la balle au bon. Ratio de couverture de dette, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui ne sont pas familiers avec ce terme-là? Oui. Ratio de couverture de dette, en fait, c'est le rapport entre le revenu qu'on gagne et l'ensemble des dépenses d'opération. Donc, ce que je disais tantôt, taxes municipales, taxes scolaires, entretien, gestion et vacances aussi. Donc, ça, c'est les dépenses d'opération. Donc, dépenses d'opération plus paiement hypothécaire. On oppose les revenus à ça. Donc, on divise l'un par l'autre, si on veut. Et quand on a 1, ça veut dire que les revenus sont égaux à l'ensemble des dépenses d'opération plus les paiements hypothécaires. Okay? Donc, ça veut dire que finalement, on ne fait pas d'argent avec ça, on est kiff-kiff. Mais à partir du moment où les revenus sont plus élevés, ben là, on a des ratios qui sont supérieurs, donc supérieurs à 1. Ça. Intéressant, merci. Écoute, y a-t-il des choses dans ce dossier-là de Trois-Rivières qui ont été particulières, à part la situation du monsieur? Y a-t-il des anecdotes, des choses croustillantes dont tu pourrais nous parler? Ben, évidemment, quand on a découvert qu'il y avait un passé criminel, en fait, évidemment, dans l'analyse du dossier, on essaie de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie des gens pour qu'ils se retrouvent dans la situation actuelle. Et justement, le bureau de crédit nous le démontrait de façon très claire. Fin 2015, début 2016, là, il y a quelque chose de grave qui s'était passé parce que ça s'est mis à déraper là. Okay? Alors que ça avait été beau tout le temps. Bon, évidemment, connaissant la situation, ben, il a fallu s'assurer. Donc, nous, si on prend ce dossier-là, est-ce qu'on est capable de revendre la propriété à quelqu'un qui a un dossier criminel? Et bon, on a gratté pas mal parce que c'est la première fois qu'on voyait un dossier de cette nature. Ça ne veut pas dire qu'il y avait personne qui avait eu de dossier criminel avant, mais celui-là était un peu particulier. Et bon, effectivement, non, il n'y a pas nécessairement de problème. Il y a peut-être des institutions financières plus frileuses, parce que c'est des choses qu'elles peuvent découvrir. En fait, c'est plus sur le plan des assurances qu'on a vu qu'il y avait de la difficulté. Donc, c'est là que certains assureurs pourraient être un petit peu plus frileux. Mais encore, c'est des choses qui sont en mesure d'être gérées. Okay? Malgré le passé criminel de cette personne, l'assureur qui est au courant, son assureur actuel qui est au courant de ce passé-là, n'a rien changé, rien à son dossier. Et en jasant avec cet assureur-là, ben, il nous confirme effectivement quand ce sera le temps pour lui d'aller chercher une nouvelle assurance, étant donné qu'il va devenir, disons, locataire pendant un certain temps et qu'il va aller racheter un peu plus tard, donc il va devenir propriétaire, devra avoir ses assurances en conséquence, donc il n'y aura pas de problème. Ah, OK. C'était la partie croustillante de la patente. Sinon, pour tout le reste, là, je veux dire, c'est un dossier qui est relativement facile. OK. Ouais. Donc, pas de leçons à retenir, mais peut-être que tu pourrais donner des conseils à des gens qui aimeraient se lancer dans cette aventure. Oui, bien, en fait, il faut toujours trouver, dans un cas de sauvetage immobilier,
qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des gens. Puis il faut avoir la vraie vérité. La vraie vérité. Parce que si le monsieur avait compensé par nous dire « Ouais, ma femme a été malade pendant quelques temps, nos revenus ont baissé, j'ai une carte de crédit qui est passée parce qu'on a eu un jour de retard de 6% à 19%, là, ça s'est mis à déraper. » Non. Moi, j'achète pas ça, c'est pas une bonne raison. Donc, en poussant un petit peu plus l'investigation, là, on a découvert la chose. Okay? Donc, il faut absolument connaître qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des gens pour que ça se mette à mal aller. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est des gens qui sont pris dans une espèce de spirale d'endettement et qui sont plus capables de s'en sortir parce qu'ils ne savent pas gérer leurs affaires. Non, c'est pas ce qu'on cherche, nous. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui est arrivé quelque chose, qui les a déstabilisés. Cette chose-là, elle est réglée. On regarde en avant. Mais bon, cette chose-là, malheureusement, a causé des problèmes actuellement, qui est possible de régler un petit peu plus tard avec notre aide. Donc, c'est ça. Je pense que ceux qui veulent faire du sauvetage immobilier doivent, en premier lieu, savoir toute l'histoire, comme il faut. Parce que c'est une question, une relation de confiance qu'on établit. Oui, puis aussi, on peut se ramasser avec une foule de problématiques. Puis d'ailleurs, vous, je crois que vous travaillez avec des investisseurs. J'imagine que pour leur tranquillité d'esprit, ils veulent savoir un peu c'est quoi le profil. Ça leur tente de rentrer dans, comme tu disais, une spirale de problèmes qu'on aurait pu éviter si on avait connu la personne mieux. Ben oui, absolument, absolument. Donc, il faut effectivement, comme on travaille avec des investisseurs, les rassurer là-dessus. Tout le monde doit avoir l'esprit tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème jamais. Hein? Bien sûr, on aide des gens qui ont de la difficulté. C'est sûr qu'il faut être prêt, des fois, là, à traiter des situations qui sont, bon, peut-être pas ordinaires, là, mais bon, quand même, quand on le sait, ce qu'on fait, puis qu'on on s'est préparé à faire des interventions. Bon, c'est toujours les mêmes affaires là, qui reviennent. Donc, on sait comment gérer les situations. Alors, c'est ça. Donc, dans ce cas-ci, comme dans tous les autres, là, on a pris les mesures que ça prenait pour... En fait, là, l'investisseur, c'est nous. Alors, on n'a pas trop de problèmes avec un investisseur partenaire dans ce deal-là, mais pour tous les autres, effectivement. Là, une revue diligente qui est quand même rigoureuse qu'on doit faire. Génial. C'est très intéressant, Denis. On file vers la fin, mais oui. Je crois que je vais te réinviter pour qu'on parle d'une problématique qu'on voit parfois, qui est assez particulière. J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'avoir une propriété que vous étiez en train d'acheter puis qui a été saisie. Je t'ai déjà entendu conter ce genre d'histoire, donc ce serait intéressant qu'on puisse en reparler pour voir comment tu t'en es sorti. C'est pas évident, ça. Effectivement, c'est des choses qui arrivent. Denis, merci beaucoup. Je vais te demander ce que je demande à tous les invités à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire dans la vie de tous les jours ou dans ta vie professionnelle? Oui, en fait, dans la vie professionnelle, je suis tombé à un moment donné sur une situation qui représente vraiment l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre quand on fait ce genre de transaction-là. Ça dit comme ça que 100% des personnes qui n'ont rien essayé, ils ont tous échoué. Alors, c'est ça. Si on veut développer ce genre de marché-là, il faut oser. En fait, on attend que tout soit parfait, ben on ne fera jamais rien. Okay? Parce que le jour où ça sera parfait, ben, le deal sera déjà passé. Donc, c'est ça. Il faut oser, évidemment, supposer les risques. Hein. Ce qu'on fait, là, c'est une gestion des risques, hein, de bout à bout. Mais bon, c'est ça, il faut oser. Puis 100% des personnes qui n'ont rien essayé, ben, ils n'ont rien réussi. Bien, Denis, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Puis, je te souhaite d'aider encore plein de gens autant que possible. Ben, merci beaucoup, Diane. Bonne journée, bye. Au plaisir.
Comme on l'a vu, la relation avec le prospect est très importante. Dans tous les cas d'investissement, la communication va vous permettre vraiment de savoir qui sont vraiment les gens avec qui vous allez transiger, puis savoir aussi vraiment qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Il faut creuser pour aller chercher elle est venue d'où la problématique pour que la personne en soit rendue à se faire peut-être saisir sa maison ou en tout cas recevoir un avis de 60 jours. Il faut connaître la vraie vérité, puis ça va empêcher des mauvaises surprises en cours de transaction. Si les gens, par exemple, sont aux prises avec des mauvaises habitudes de crédit, chronique, de façon chronique, ils sont pris dans une spirale d'endettement, il faut peut-être mieux passer son tour pour la tranquillité d'esprit de tout le monde, finalement. Dans ce genre de transaction-là, sachez-le, il faut oser, mais être bien préparé aussi pour gérer les risques et les situations délicates. Vous voulez plus de détails, vous, pour devenir un meilleur prospecteur? N'oubliez pas de lire notre e-book gratuit, le guide ultime de la prospection, et aussi, pourquoi pas, faire votre essai du forfait pro pendant 14 jours si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour un autre Deal et Confidence. Bye!